Vous voyez sur ces images que les choses sont en train de se tendre depuis quelques minutes maintenant à un certain endroit de ce cortège parisien. On est dans le 12e arrondissement près du métro Charonne. On va rejoindre notre reporter avec la présence d'éléments radicaux et ces tensions avec les forces de l'ordre actuellement. Oui, vous voyez actuellement la charge de CRS des plantes qui étaient devant un restaurant ont été incendiées ici même où passe le cortège qui a donc été coupé en deux, boulevard Voltaire. Vous voyez ces charges de CRS à l'instant. Nous sommes ici au métro Charonne à 1 km seulement de l'arrivée place de la Nation où il y a quelques secondes maintenant, les CRS ont chargé ici notamment des manifestants qui voulaient s'introduire dans les petites rues adjacentes ici au boulevard Voltaire et on entend des pétards, des jets de projectiles, notamment sur des magasins, d'où l'intervention ici des CRS boulevard Voltaire. Merci beaucoup donc, pour ces commentaires en direct donc, dans ce cortège parisien. La situation donc, qui se tend à Paris lors de cette manifestation, localement en tout cas. Cécile Olivier nous a rejoint, chef du service police-justice de BFM TV. Cécile, que se passe-t-il exactement à l'heure actuelle et quels ont été peut-être les nombres d'interpellations qui ont eu lieu depuis le début de cet après-midi à Paris? Alors, ce qui se passe pour l'instant, je crois que c'est Sonia qui disait tout à l'heure que le cortège était coupé en deux. En fait, il n'est pas coupé en deux. En fait, au niveau de la rue de Charonne, il y a eu un départ, ce qu'on appelle un cortège sauvage. C'est-à-dire que les manifestants ont dévié de l'itinéraire pour partir en cortège sauvage et ils ont essayé en fait de dessouder une sorte de cabanon de chantier pour sans doute s'en servir contre les forces de l'ordre. Et donc, la police est intervenue pour calmer tout le monde, pour les empêcher en fait d'agir. Et le cortège donc n'est pas coupé en deux et continue à progresser. Pas beaucoup d'interpellations pour le moment. Alors de ce que nous dit la préfecture de police, pour eux, la situation est à peu près maîtrisée. Il y a des échauffourées et des gens qui essayent de s'en prendre à des commerces. Voilà, c'est un petit peu habituel, mais pour l'instant, à chaque fois, ils ont réussi à intervenir et à les arrêter. Et apparemment, de ce qu'on nous dit, bon là, il y a un feu au milieu, mais les commerces, il n'y a pas de commerce cassé, en tout cas au moment où l'on parle. Donc voilà, pour eux, la situation est maîtrisée. On va voir comment ça se passe par la suite. Pour l'instant, peu d'interpellations. Ça, pareil, c'est pas forcément pertinent d'interpeller tout de suite. Ils essayent aussi de filmer les gens, de les identifier pour pouvoir après les interpeller et avoir un dossier solide avec toutes les preuves. 10 000 policiers et gendarmes mobilisés sur tout le territoire et 4 500 à Paris, c'est ça Cécile aujourd'hui? 4 500 à Paris, voilà, donc un dispositif important. Et la stratégie, en fait, depuis plusieurs manifestations, c'est de positionner les forces de police de façon assez discrète dans les rues adjacentes pour éviter qu'il y ait une confrontation avec le cortège de tête, là où se mettent souvent les éléments radicaux, et de pouvoir intervenir assez vite dès qu'il y a des échauffourées. Donc voilà, c'est la stratégie qui est mise en place. Vous voyez là, donc c'est un conteneur à verre qui est renversé. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que ils avaient fait un petit peu place nette depuis ce matin. Ils avaient enlevé, par exemple, tout ce qui est autopartage, les trottinettes, les vélos qui avaient été enlevés, et aussi sur les chantiers, les travaux. Il y a beaucoup de travaux à Paris toujours. Tout ce qui est gravats, tuyaux, etc. avait été enlevé, pour en fait éviter qu'ils puissent prendre tout ce qui peut être utilisé contre la police, ce qu'on appelle des armes par destination. Donc là, visiblement, ils ont essayé de renverser une benne pour récupérer les récipients en verre qui, si le travail a été bien fait, avaient été vidés avant. On va voir justement comment ça se passe sur place avec notre reporter. On a eu les explications donc, de Cécile Olivier, et sur le terrain, donc, dans le 12e arrondissement de Paris. Donc ce feu que l'on voit toujours au milieu de la rue, mais ces CRS qui restent mobilisés, postés, et qui ont l'air de maîtriser en effet la situation autour de cette zone d'incident. Oui, exactement, dans l'attente des pompiers, évidemment, pour éteindre ce départ de flammes sur des plantes qui étaient devant un restaurant. Et vous le voyez, juste derrière, un gros conteneur en verre a été détaché du trottoir, mis au milieu de la route, et des
bouteilles en verre qui sont à l'intérieur, qui sont servies maintenant de projectiles. Je vous le disais, cortège, une partie à l'avant, direction Nation. Nous sommes à 1 kilomètre de l'arrivée, et une autre partie du cortège qui est restée derrière et qui va ensuite pouvoir avancer. Les pompiers, regardez, qui justement interviennent pour éteindre ce départ de feu. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, ces images toujours en direct avec ces forces de l'ordre, ces pompiers également qui sont en train d'intervenir. Benjamin Duhamel, jusqu'à maintenant, on le rappelle, depuis le début des mobilisations le 19 janvier, ça s'est passé globalement dans le calme. Les services d'ordre des syndicats ont réussi à bien contenir. C'est important pour les syndicats que ça se passe bien, que ça continue à bien se passer, évidemment pour que le message continue à porter. Et on sait que ça ferait plutôt le jeu de l'exécutif dans le cas de violence. Oui, parce que les violences dans les précédentes manifestations ces dernières années, que ce soit les 1er mai ou par exemple à l'occasion des manifestations contre la loi El Khomri sous le quinquennat de François Hollande, eh bien, avaient en quelque sorte alimenté le récit selon lequel les syndicats n'arrivaient plus à tenir les manifestations, que les services d'ordre des organisations syndicales n'étaient plus aussi puissantes, aussi efficaces qu'elles ne pouvaient l'être il y a quelques années. Et c'est vrai que depuis ces 3 journées de mobilisation, les responsables syndicaux s'enorgueillissaient plutôt d'avoir réussi à tenir tout cela, d'avoir un bon contact avec la préfecture de police, avec d'ailleurs une rupture assez nette avec Laurent Nunez par rapport à ce qui pouvait se passer par le passé avec l'ancien préfet de police de Paris, Didier Lallemand. Donc c'est important, vous avez raison. Et à l'évidence, si d'aventure il y avait des violences plus importantes que ce que l'on peut voir ici et des violences plus larges, le gouvernement en bénéficierait en expliquant que c'était le retour d'une forme de chienlit et essayant d'incarner le parti de l'ordre. Jusqu'à aujourd'hui, tout l'argument de Laurent Berger et de Philippe Martinez est d'expliquer qu'ils sont responsables. D'ailleurs, on a vu cette sorte d'escarmouche qu'il y a pu avoir suite aux propos tenus par le président de la République dans la nuit à Bruxelles en appelant les syndicats à la responsabilité. Syndicats qui lui ont répondu, mais attendez, c'est nous qui sommes responsables, donc vous soyez responsables. Donc à l'évidence, pour eux, tout l'intérêt, pour les organisations syndicales, l'intérêt est d'avoir des scènes de violence les moins fortes possibles. Mais c'est vrai, aujourd'hui, 4e journée de mobilisation, que depuis le début, tout cela se passe dans son immense majorité, très bien, avec à chaque fois des scènes de violence qui sont très circonscrites. Gaëtan Mélin, outre la tenue de ces manifestations, il y a aussi peut-être un rappel à faire sur ce qui motive ces participants, donc aujourd'hui de manière un peu plus élargie avec des familles sur le terrain également pour exprimer leur mécontentement face à cette réforme des retraites. Quels sont les points de crispation outre l'âge de départ repoussé à 64 ans? Alors le principal, vous l'avez dit, c'est le fait de devoir travailler 2 années supplémentaires pour pouvoir partir à la retraite. Et puis, quand on écoute toutes ces femmes, elles ont le sentiment finalement d'être les grandes perdantes de cette réforme des retraites. Et d'ailleurs, le ministre de la Culture ne les a pas démentis en indiquant qu'effectivement, il y avait un problème pour les femmes, tout simplement parce que aujourd'hui, ces femmes, dans le privé, elles bénéficient de 8 trimestres par enfant, adoptés ou tout simplement élevés. Et dans le public, alors avant 2004, c'était 4 trimestres. Depuis 2004, c'est 2 trimestres. Mais reste qu'aujourd'hui, ces trimestres supplémentaires pouvaient permettre à certaines femmes qui avaient eu des carrières hachées parce qu'elles s'étaient occupées de leurs enfants, de pouvoir espérer partir à la retraite à taux plein à 62 ans avec suffisamment de trimestres. Et aujourd'hui, le fait est qu'elles vont devoir travailler jusqu'à 64 ans. Et d'ailleurs, quand on regarde l'étude d'impact qui a été demandée par le gouvernement sur cette réforme des retraites, on s'aperçoit que les femmes, dans cette réforme, vont devoir travailler 7 mois de plus, alors que les hommes, ce n'est que 5 mois de plus. Merci beaucoup Gaëtan. Vous voyez ces images toujours en direct. C'est quelques tensions dans le cortège parisien, en marge du cortège parisien, avec cette voiture notamment dégradée au milieu de la chaussée. Ces éléments radicaux qui sont présents. Cécile Olivier, on le rappelle, c'est un cortège sauvage, ce qu'on appelle cortège sauvage, qui s'est formé, c'est-à-dire qui s'est éloigné du cortège initial qui s'est désolidarisé du cortège principal et qui est parti pour s'en prendre. Donc c'était rue de Charonne pour s'en prendre à une banque. La police est intervenue, a réussi à sécuriser la banque, mais là, vous le voyez sur ces images, donc on a vu une voiture qui a été renversée et il y a un feu de poubelle. On a vu également qu'il y avait au moins une interpellation. On a vu en direct un homme se faire interpeller. Donc voilà.
les tensions qui se poursuivent. Le renseignement territorial avait anticipé qu'il y aurait, ils estimaient à 200 à 400 personnes le nombre d'éléments radicaux. Ils avaient prévu aussi la venue de 2000 gilets jaunes. On voit qu'il y en a dans le cortège, avec des possibles débordements. Bon voilà, c'est en cours. On voit comment ça se passe également donc, sur ces images en direct avec nos reporters sur place. On a vu qu'un véhicule donc, vient d'être retourné, fracturé, qu'un départ de feu est donné juste à côté. Qu'est-ce que vous constatez sur place ? Oui, exactement. Vous voyez cette voiture brisée au milieu de la chaussée avec les CRS qui sont intervenus. Nous sommes ici boulevard Voltaire, à 1 kilomètre de l'arrivée de la place de la Nation, où une partie de la manifestation est déjà arrivée. Et vous voyez donc ce départ de feu avec cette poubelle, les pompiers qui ne vont pas tarder, les CRS qui sont juste devant. Vous les voyez qui tentent de faire avancer le cortège vers la place de la Nation, de disperser ici, alors que derrière, eh bien, il y a une autre partie du cortège, voilà, notamment encore des syndicats qui sont juste derrière et qui tentent d'avancer tout doucement pour essayer de eux aussi rejoindre la place de la Nation. Pour l'instant, ils sont à l'arrêt, alors que vous voyez d'autres CRS sont en train d'arriver ici pour sécuriser les lieux. Merci beaucoup pour ces précisions dans ce cortège parisien avec donc ces images, cette voiture qui s'enflamme, avec les forces de l'ordre qui tentent de sécuriser le périmètre. Évidemment, ça c'est dangereux pour tous les manifestants qui sont autour. Ceux qui souhaitent manifester et porter un message aujourd'hui qui se trouvent pris, entre guillemets, dans cet étau. C'est exactement ce que les responsables syndicaux espéraient ne pas voir aujourd'hui, ce qu'ils avaient réussi à éviter depuis la première journée de mobilisation le 19 janvier. Alors, il faut rester prudent à ce stade. Ces incidents sont limités et on va voir la suite des manifestations à Paris et dans les autres villes de France pour prendre vraiment la mesure de ces violences. Mais néanmoins, c'est exactement ce que les syndicats espéraient éviter, ce qu'ils ont réussi jusqu'à présent à éviter. Il y avait eu des heurts ici ou là pendant les manifestations, mais de façon très limitée. Là, on voit une coalition alors je ne sais pas si c'est des Black Blocs, mais en tout cas des agitateurs, quelques gilets jaunes, une voiture brûlée qui comme ça capte l'attention parce que c'est toujours spectaculaire évidemment de voir comme ça une voiture dégradée sur l'espace public, alors que on l'a entendu depuis le début de l'après-midi, beaucoup de gens sont venus manifester en famille, pacifiquement, parfois manifestent pour la première fois de leur vie. Avec des enfants parfois. D'une certaine manière, c'est vraiment une mauvaise nouvelle pour les syndicats, parce qu'ils avaient réussi jusqu'à présent à donner l'image d'une mobilisation qui dépassait les cortèges syndicaux habituels, une mobilisation populaire, représentative d'une diversité de la France. On a entendu tout à l'heure sur l'antenne des électeurs d'Emmanuel Macron à Saint-Omer qui ont voté Emmanuel Macron 4 fois au présidentiel en 2017 et en 2022, qui néanmoins manifestaient contre cette réforme des retraites. Et les syndicats avaient réussi cette mobilisation que peu imaginaient, vraiment une mobilisation très large. Des violences comme celle-là, même si, encore une fois, il faut attendre avant de mesurer l'ampleur de ces violences, mais ces violences ternissent l'image que les syndicats voulaient mettre en avant, l'image d'unité, j'allais même dire j'aime pas cette expression de bon enfant parce qu'elle ne veut pas dire grand-chose, mais au fond d'une sérénité dans la manifestation cette image est altérée évidemment par ces heurts, même s'il faut rester prudent à ce stade. Il y a des heurts qui sont maîtrisés. Ça se passe bien. Qui ne représentent pas l'ensemble des cortèges à travers la France. On va justement montrer que dans ce même cortège parisien, cet incident que l'on voit sur ces images en direct, il est très localisé. Il est dans le 12e arrondissement, rue de Charonne, mais que dans le reste du cortège, ça se passe relativement bien. Samy Sfaxi, vous nous le confirmez? Oui, absolument. Écoutez, je suis boulevard Voltaire avec Ariane, qui est la directrice du Théâtre du Soleil. Le monde de la culture, Ariane, se mobilise. C'est vous qui avez mis en place cette immense marionnette? Oui, mais elle est déjà apparue dans les manifs. La justice, c'est la justice. Qu'est-ce qu'elle symbolise du coup? La justice.
Voilà, donc c'est ce qui manque en ce moment et particulièrement dans cette réforme. C'est important aujourd'hui pour vous de voir justement ce monde de la culture qui se mobilise parce que cette réforme va concerner évidemment les intermittents et toutes les personnes. Moi j'avoue, je ne fais pas de cloisonnement. Là je ne suis pas ici pour la culture ou pour ça. On manifeste, il y a des millions de personnes qui manifestent en France en ce moment pour une seule chose. Pour que la retraite des gens qui ont déjà eu la vie dure, pour ceux-là, qu'ils aient une retraite qui leur rende la vie encore plus dure, c'est injuste. Voilà, ça devrait être le contraire. Et donc voilà, c'est pour ça que la justice défile. Si Elisabeth Borne regarde en ce moment BFM TV, quel message vous lui passeriez? Je lui dirais, madame, s'il vous plaît, prenez 8 jours et engagez-vous comme femme de chambre dans un grand hôtel. Et vous allez en apprendre en 8 jours plus sur ce que c'est que la pénibilité du travail que dans toutes vos études, que je sais très sérieuses. Je sais que c'est une femme très compétente, qui a beaucoup d'érudition et de culture politique. Mais il y a quelque chose d'important, c'est la culture humaine aussi. Donc voilà, je suis sûre que des tas d'hôtels lui donneraient l'occasion de faire 8 jours, 84 lits ou plus par jour, et elle verra si elle a envie de continuer jusqu'à 65 ans. Merci beaucoup, madame. Merci, Ariane, directrice du Théâtre du Soleil. Voilà, le message est passé, en tout cas ici, boulevard Voltaire, sur cette partie du boulevard. Eh bien, les choses se passent plutôt bien. L'ambiance est bonne enfant. Beaucoup de familles sont présentes ici. Et donc, vous le voyez, cette gigantesque marionnette qui a été installée et qui défile ici aux côtés des manifestants. Merci beaucoup, Samy Sfaxi. À vos côtés, donc, Ariane Mouchkine, on l'a bien reconnue, célèbre metteuse en scène de théâtre, animatrice de cette troupe, effectivement, qu'elle a fondé le Théâtre du Soleil. 83 ans, elle va avoir 83 ans et elle est donc présente cet après-midi. Voilà, il y a des personnalités qui sont aussi présentes dans ce cortège aux côtés de nos reporters. Vous voyez toujours ces deux images avec cette manifestation qui se passe dans le calme pour la plupart des lieux aujourd'hui, et puis à droite quand même ces tensions localisées dans le 12e arrondissement de la capitale, près du côté du métro Charonne à Paris, avec cette voiture notamment qui a pris feu, un important dispositif de policiers et de forces de l'ordre qui est sur place. On le rappelle, il y a 10 000 policiers mobilisés aujourd'hui partout en France, 4 500 à Paris. On fait un petit point aussi, Gaëtan Mélin, sur les revendications toujours dans ces cortèges et le profil. On le disait, il y a beaucoup de familles, il y a des enfants. C'est une journée avec la présence de manifestants différents des autres qu'on avait connus jusque maintenant. Oui, tout à fait. Jusqu'à présent, on a vu beaucoup de personnel syndiqué, finalement, représentatif du secteur privé, mais aussi de la fonction publique, alors qu'aujourd'hui, véritablement, ce sont, vous l'avez dit, davantage de familles, plusieurs générations, des enfants, parents et grands-parents. Et c'était l'objectif que s'était fixé, justement, Laurent Berger. Ce qu'il voulait, c'était permettre à ces gens qui ne peuvent pas habituellement de manifester et d'exprimer leur mécontentement. Et il n'y a finalement qu'un seul mot d'ordre qui anime tous ces manifestants, c'est le retrait pur et simple de cette réforme des retraites. Alors oui, il y a à l'Assemblée nationale des amendements qui peuvent être posés sur les mesures d'accompagnement. On pense, on en parlait tout à l'heure, mais sur le travail des femmes, on pense aux seniors, on pense aux critères de pénibilité. Mais quand on entend ces manifestants, finalement, même s'il y avait de très larges avancées, ça ne serait pas suffisant. Ce qu'ils veulent, c'est qu'ils ne veulent pas travailler jusqu'à 64 ans. On va prendre la direction de la place de la Nation. On rappelle que ce cortège parisien, aujourd'hui, il est parti de la place de la République à destination de la place de la Nation, où certains manifestants sont donc déjà arrivés. Isabelle Golens, vous êtes à leur côté. On le disait, une participation un peu différente aujourd'hui parmi donc, tous ces manifestants. Une participation un peu plus familiale, notamment du fait que ça se passe un samedi pour la première fois. Et qui plus est pendant les vacances scolaires. Alors pas à Paris, mais en tout cas dans d'autres zones, mais qu'il y a donc peut-être une autre typologie de manifestants aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Gaëtan parlait à l'instant du travail des femmes et de la pénibilité. Nous sommes avec Alexandra qui combine les deux, si je puis dire. Merci de répondre à nos questions. Vous, c'est la toute première fois
que vous manifestez, c'est bien ça? C'est ça, c'est la toute première fois. Je me suis dit, vraiment, là, je me sens extrêmement concernée. J'ai fait le trajet depuis Elbeuf. Donc, près de Rouen, c'est ça? Voilà, près de Rouen. Et pour moi, aujourd'hui, c'était symbolique. Travailler auprès des enfants jusqu'à 64 ans. Oui, excusez-moi, j'ai pas précisé, vous travaillez en crèche? Oui, je travaille en crèche. Voilà, bon, c'est assez physique, hein. Donc un travail usant. Et 64 ans, c'est voilà, ça fait très très peur. Quelques ajustements de la réforme, clairement pour vous ça suffirait pas. Si vous êtes dans la rue aujourd'hui, c'est que vous êtes vraiment opposé. Tout à fait. Ah oui, tout à fait. Vraiment opposé. Si je suis là, c'est pour dire non, quoi. Non. Et en termes de détermination et de suite à donner au mouvement, donc vous m'expliquiez, vous n'étiez pas descendu dans la rue avant parce que ça voulait dire faire grève et un jour sans paye, c'était pas possible pour vous. Ah, c'est ça. Aujourd'hui, mon lieu de travail est fermé, la crèche est fermée, donc je peux vraiment me mobiliser parce que c'est vrai qu'une journée de travail de grève, c'est vraiment voilà, ça représente énormément sur le salaire, donc c'est un sacrifice. Donc moi je me suis dit aujourd'hui c'est le moment, on lâche rien, on y va. Et on vient à Paris pour grossir la grosse manifestation, si je puis dire, à Paris, c'est ça? Exactement, exactement. Merci beaucoup. Et des manifestants comme Alexandra, on en rencontre, c'est vrai, beaucoup aujourd'hui, vous le disiez, de nouveaux profils, de ce qu'on appelle les primo-manifestants. Et je posais la question sur la détermination parce que les manifestants à qui on a pu parler nous disaient qu'ils souhaitent poursuivre le mouvement. En tout cas, ils sont totalement opposés à ce texte, à cette réforme du départ à la retraite. Merci beaucoup Isabelle Gollens, donc dans le cortège parisien avec Julie Rezer. On rappelle que c'est la CFDT qui est à l'initiative d'une journée comme ça le samedi. Au départ, Jean-Luc Mélenchon avait lancé l'idée. Philippe Corbet, c'est un sacré pari parce que s'il y a moins de monde que lors des précédentes manifestations, ça va être compliqué pour la suite. Oui, alors c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon avait souligné que ce serait peut-être une bonne idée d'organiser une manifestation le samedi. C'est pas la raison pour laquelle les syndicats l'ont organisé ce samedi, n'ont pas suivi l'avis de Jean-Luc Mélenchon. En réalité, c'est dans la discussion entre les syndicats, la CFDT qui a dit il serait bien, en plus des journées que nous avons organisées le mardi et le jeudi, ça serait bien que nous, intersyndicales, nous puissions aussi organiser une journée un samedi avec une prise de risque importante pour eux qui était de dire, puisque nous prétendons, nous affirmons que nous représentons une diversité de la société française au-delà des habituelles troupes syndicales, eh bien nous voulons organiser une manifestation un samedi où des familles pourraient venir, plusieurs générations, des gens du privé qui peut-être hésitent à se mettre en grève, et nous pourrons faire la démonstration du fait que nous représentons au fond un élan populaire très important au-delà de ce que nous pouvons rassembler dans la rue en semaine. À ce stade, il faut rester prudent, mais à ce stade, quand on voit les cortèges à Paris, à Marseille, à Nantes, à Toulouse, il y a beaucoup de monde, mais il n'y a peut-être pas l'élan supplémentaire, le niveau de mobilisation supplémentaire par rapport, par exemple, au 31 janvier, qui était une journée très importante au niveau des plus grandes manifestations de 2010. Aujourd'hui, pour simplifier, il n'y aura probablement pas le record de mobilisation dans la rue que certains espéraient, notamment Jean-Luc Mélenchon qui avait dit jeudi soir sur BFM TV que ce serait la plus grande mobilisation sociale depuis un demi-siècle. Sauf surprise, ça ne devrait pas être le cas, mais ça restera une mobilisation très importante au niveau des mobilisations les plus importantes de ces dernières décennies, c'est-à-dire de 2010. Ça reste une mobilisation très importante, mais c'est au fond la 4e journée de mobilisation importante. Ce n'est pas une mobilisation exponentielle, et donc ça montre bien que la stratégie des syndicats, de l'intersyndicale, de montrer, de mettre beaucoup de gens dans la rue ne suffit pas ou ne suffira pas, et c'est pour ça qu'ils anticipent déjà la marche supplémentaire qui sera donc cet appel à mettre la France à l'arrêt le 7 mars. Ils ont compris que la différence ne se fera pas sur le nombre de manifestants, mais sur la capacité à mettre la pression sur le gouvernement, et pour que l'intersyndicale, c'est-à-dire tous les syndicats, y compris la CFDT, appellent à mettre la France à l'arrêt, ce qui est tout à fait exceptionnel. On en parlait tout à l'heure avec Gaëtan, on se souvient pas bien quel serait le précédent dans les dernières décennies. C'est qu'il y a vraiment une situation exceptionnelle, et c'est au fond, je crois que le mot a été utilisé tout à l'heure par Philippe Martinez, un avertissement. Ils disent au gouvernement, écoutez, vous avez jusqu'au 7 mars pour nous écouter. Si d'ici là, vous maintenez votre texte, et bien là, on passera à la grève, et donc à la grève reconductible. Il reste donc un peu plus de 15 jours, 3 semaines maintenant, pour retirer ce texte. Il est possible, voire même probable, que le texte ne sera pas adopté cette semaine à l'Assemblée, puisque les députés n'arriveront pas au bout du texte, que le texte partira donc au Sénat, et que cette tension
perdura pendant plusieurs semaines jusqu'au 7 mars, qui ressemble à une forme d'ultimatum adressé par l'ensemble des syndicats, y compris la CFDT, ce qui est tout à fait inédit. Alors, est-ce qu'il y aura plus de monde à cette manifestation aujourd'hui que lors des précédentes? Pour l'instant, on ne voit pas vraiment que c'est le chemin que cela prend. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a toujours beaucoup de mobilisation un peu partout dans les régions. 240 actions prévues aujourd'hui. On va prendre la direction de Rennes, Célia Justfredi, où vous êtes en train de continuer, vous aussi de marcher dans ce cortège à Rennes, où la population est également venue pour ce premier samedi de mobilisation, avec des familles présentes autour de vous. Oui, énormément de familles dans cette manifestation ici à Rennes. On voit donc des enfants, des plus âgés. Mais c'est vraiment une manifestation qu'on peut appeler familiale. Alors je suis avec Jeanne qui est venue d'ailleurs avec sa fille. Pourquoi être venue en famille ? Tout simplement parce qu'on pense aux personnes pour qui ça va impacter tout de suite, mais il faut aussi penser aux plus jeunes qui, eux, n'auront sûrement pas de retraite. Donc il faut aussi penser à eux. C'est aujourd'hui qu'il faut se battre et jusqu'à ce que ça passe pas, quoi. Vous êtes venu avec votre maman, avec votre soeur, expliquez-moi un peu. Ça, on est venu à 3 générations aujourd'hui parce que ma maman va être impactée, je vais être impactée et ma fille sera impactée plus tard aussi. Donc c'est important pour nous de pas se laisser faire et de dire qu'on n'est pas content, quoi. Vous avez l'habitude de manifester habituellement ? Eh ben non, puisque d'habitude je travaille et heureusement aujourd'hui c'est un samedi, donc on a pu tous venir en famille. C'est sa première manifestation, la petite puce ? Eh oui, elle a 3 ans et première manifestation contre les retraites. J'espère que ça va bientôt se finir quand même. Bon, on va vous laisser manifester, vous pouvez le voir, les enfants, les familles ici, une ambiance vraiment familiale. On attend encore plus de 20 000 personnes d'après les premières estimations des syndicats. Pour moi, ce ne sont pas les chiffres finaux. Mais voilà, encore énormément de mobilisation à Rennes. Merci beaucoup Célia Justfredi à Rennes pour BFM TV avec Hortense Gérard. Ça se passe bien pour cette manifestation à Rennes. Cet après-midi, à Paris, vous voyez qu'il y a quelques tensions à certains endroits, notamment dans le 12e arrondissement. On fait un point avec vous, Cécile Olivier, sur la situation actuellement. Oui, les forces de police ont dû intervenir 5 ou 6 fois à divers endroits, notamment rue de Charonne où des gens sont partis en cortège sauvage. Les policiers ont dû protéger des agences bancaires, agences d'assurance, un McDonald's aussi, place Léon Blum. Selon la stratégie qui est la même que les jours précédents de manifestation, ils étaient disposés assez discrètement dans les rues adjacentes et intervenaient immédiatement dès que des manifestants tentaient de s'en prendre à des commerces. Pour l'instant, nous dit-on, les commerces sont plutôt épargnés. Ils ont réussi à les protéger. Mais en revanche, il y a eu plusieurs feux de poubelle et un véhicule qu'on a vu tout à l'heure sur notre antenne qui a été renversé et incendié. Pour autant, nous dit-on, la situation est plutôt maîtrisés dans le sens où ils arrivent à chaque fois à intervenir et à faire cesser les troubles, mais ils se reproduisent régulièrement parce qu'il y a des éléments radicaux dans cette manifestation, chose que le renseignement territorial avait anticipé. Il s'attendait à la venue de 200 à 400 éléments radicaux et 2000 gilets jaunes qu'on a vus également dans le cortège. Donc là, on nous précise que le cortège n'est pas coupé en deux, mais il est un petit peu à l'arrêt pour que les pompiers puissent intervenir et pour éteindre les incendies. Justement, on voit sur ces images de nos reporters sur place la situation donc, dans ce quartier de Paris, par où passe ce cortège sauvage, donc, et ces tensions que vous constatez également sur place, mais qui restent maîtrisées par les forces de l'ordre et par les pompiers sur place. Oui, quelques tensions effectivement à l'avant de ce cortège. Oui, quelques tensions, pardon. On est à l'avant de ce cortège à moins d'1 kilomètre du point final, la place de la Nation. Et vous le voyez sur ces images de notre journaliste reporter d'images, eh bien les sapeurs-pompiers sont en train d'éteindre un feu de poubelle. Les sapeurs-pompiers qui ont eu du mal à arriver sur place puisqu'ils ont été bloqués par plusieurs individus. Ils ont même essuyé quelques projectiles. Les Bravem, vous savez, ce sont ces brigades de la répression des actions violentes. Eh bien, elles
sont arrivés assez rapidement pour pouvoir sécuriser la zone et pour pouvoir surtout laisser les sapeurs-pompiers travailler en toute tranquillité. Cécile Olivier le disait en plateau, le cortège n'est pas coupé en deux, il ne progresse juste plus lentement, il progresse plus lentement pour pouvoir permettre justement aux équipes d'intervention de travailler pour éteindre ce feu de poubelle. Il y a quelques minutes, c'est une voiture qui a été incendiée sur ce boulevard Voltaire. Selon la préfecture de police de Paris, il y a eu au moins 5 interventions, notamment pour des tentatives de dégradation sur des agences bancaires ou encore sur des restaurants de type fast-food. Voilà, vous le voyez toujours sur ces images, les policiers qui sont en train de figer cette scène où il y a eu un feu de poubelle pour permettre donc aux sapeurs-pompiers de travailler en toute tranquillité. Et le cortège qui est désormais à moins d'1 kilomètre de la place de la Nation, point d'arrivée de cette 4e journée de mobilisation. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Il est bientôt 16h, émission spéciale retraite cet après-midi sur BFM TV avec cette 4e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. À Paris, le cortège va de République à Nation avec par endroits quelques tensions, vous l'avez vu. Et en région, nous serons dans un instant à Marseille, à Lyon, à Nantes ou encore à Rennes. 240 actions au total sont prévues cet après-midi et sur toute la journée. C'est un samedi clé pour les syndicats. On va bien sûr scruter de près les chiffres de la mobilisation. Toutes nos équipes vous font vivre ces manifestation cet après-midi. On en parle aussi bien sûr en plateau avec nos éditorialistes. On va repartir sur le terrain. Ouais, on va aller à Paris, je présume, avec nos reporters sur place. Alors on va peut-être aller les rejoindre dans un instant. Tout d'abord, Amandine Atalaya du service politique nous a rejoint, également Benjamin Duhamel du service politique. Nous sommes également avec Cécile Olivier du service police-justice pour suivre cette situation au niveau de la sécurité donc de ces cortèges, notamment à Paris, et avec Gaëtan Mélin, également chef du service économie de BFM TV. On fait le point rapidement, Cécile, avec vous. Donc on l'a dit, dans ce cortège parisien, très local. Donc ça se passe plutôt bien, il faut le dire de manière générale, mais c'est très localement qu'il y a eu ces petites tensions qui se sont succédées pendant quelques minutes tout à l'heure. Voilà, les forces de l'ordre ont dû intervenir à 5 ou 6 reprises pour à chaque fois protéger des commerces, notamment un restaurant McDonald's, plusieurs agences bancaires, une compagnie d'assurance aussi, et ils sont intervenus, sachant que la stratégie donc c'est de se positionner plutôt discrètement pour pas qu'il y ait de confrontation directe avec les éléments les plus radicaux, mais de pouvoir intervenir rapidement à chaque fois, ce qu'ils ont fait, d'où des tensions qu'on a pu voir dans le cortège. Pour l'instant, pas de commerce endommagé, mais en revanche, on a vu un véhicule renversé et brûlé sur la chaussée, quelques feux de poubelle aussi, et les pompiers ont dû intervenir, ce qui explique qu'au niveau du 195 boulevard Voltaire, le cortège ne pouvait plus trop progresser pour permettre aux pompiers d'intervenir, et c'est ce qu'ils ont fait. Voilà, c'était anticipé, la venue d'éléments radicaux. Ils attendaient 200 à 400 éléments radicaux et 2000 gilets jaunes qu'on a vus là à plusieurs reprises dans le cortège. Avec effectivement ces incidents, ces tensions localisées, très localisées, parce que dans l'ensemble du cortège, ça se passe bien cet après-midi à Paris. On va aller aussi en province, en région, parce qu'il y a aussi beaucoup de manifestations cet après-midi, notamment à Marseille. On avait entendu tout à l'heure Jean-Luc Mélenchon qui s'était exprimé. Et puis Antoine Forestier, vous avez à côté de vous un manifestant ou une manifestante ? Oui, c'est déjà l'heure du bilan à Marseille, puisque la majorité des manifestants de cet après-midi sont déjà arrivés ici à Porte d'Aix. Je suis aux côtés de Jean-Michel Pecorini de la CFE-CGC. Merci de répondre à nos questions. À l'instant, au micro, il vient d'être annoncé 140 000 personnes lors de la mobilisation. C'est le plus bas chiffre depuis le début, alors qu'on s'attendait, avec cette manifestation un samedi, à beaucoup plus de monde. Comment vous analysez-vous les choses après avoir manifesté cet après-midi ? Nous, en plus, on est devant, donc on ne voit pas ce qui se passe derrière, on ne voit pas la masse des manifestants, mais c'est le début des vacances scolaires, donc on s'y attendait un peu, mais il y a quand même du monde. Bon, si on compare aux autres jours, un public très familial aussi, on avait pas mal d'enfants, des gens... Oui, beaucoup de familles, d'enfants, ça s'est passé dans le calme, comme toujours à Marseille. Bon, rappelez-nous un petit peu les revendications ici, particulièrement dans ce cortège cet après-midi. Alors moi, ce que je peux amener, c'est les revendications de la CFE-CGC, parce qu'on a une intersyndicale, mais on porte à peu près la même chose, mais pas tout à fait. Donc nous, on est contre le report de l'âge à 64 ans. Et puis, on est pour qu'on s'occupe un peu plus d'autres choses qui, pour nous, nous semble une priorité pour la population. C'est le pouvoir d'achat, c'est la réindustrialisation du pays, et ainsi de suite, quoi. Déjà la quatrième journée de mobilisation, comment vous voyez la suite désormais ? Est-ce qu'il faut durcir le ton ? Alors,
Pour mon organisation, non. Mais continuer comme ça, puis on verra bien les amendements, on verra bien avec le 47.1 qui donne une limite le temps de négociation à l'Assemblée nationale, ce qui va se passer. Mais c'est sûr que nous, on est avec les autres, parce que l'intersyndicale, de toute façon, le gouvernement, il essaye de la casser. Il n'y arrivera pas, parce qu'en 2023, il y a 95% des élections dans les entreprises qui se passent. Et je pense que si le premier qui s'en va de l'intersyndicale, il ne fait plus une voix aux élections professionnelles. Merci beaucoup d'avoir répondu en direct à nos questions. Je vous rappelle ce chiffre annoncé tout à l'heure par l'intersyndicale. 140 000 manifestants à Marseille. On n'a pas encore le chiffre de la préfecture de police, mais pour vous donner un ordre de comparaison, lors des précédentes manifestations, l'intersyndicale avait compté 145 000 personnes la première fois, 205 000 la deuxième, 180 000 la troisième. On est donc sur le chiffre le plus bas à Marseille depuis le début de la mobilisation contre la réforme des retraites. Merci Antoine Forestier avec Clémence Fournival à Marseille, donc avec une bonne ambiance dans ce cortège marseillais qui prend donc fin. Et donc ces chiffres, on l'a dit, les plus faibles de toutes ces mobilisations marseillaises. 140 000 participants selon l'intersyndicale à Paris. On voit sur ces images à gauche, il y a toujours ces scènes sporadiques de tension dans certains quartiers de Paris. Alors c'est pas représentatif de toute la mobilisation qui est partie, on le rappelle, de la place de la République en direction de la place de la Nation. On rejoint notre reporter sur place. Qu'observez-vous à l'heure actuelle, vous, autour de vous, sur ces tensions que l'on peut voir à l'écran? Incident localisé à 1 km de l'arrivée, place de la Nation. Nous sommes ici au métro Charonne, où vous le voyez, eh bien, cette voiture s'est retrouvée au milieu de la chaussée, caillassée. Une poubelle a été incendiée juste à côté et ensuite le départ de feu est allé sur la voiture. Des flammes qui sont montées très haut, une forte fumée très épaisse et les pompiers, le camion des pompiers qui est intervenu assez rapidement. Évidemment, les CRS ont bloqué le passage. Le cortège est juste derrière nous, qui doit arriver donc place de la Nation, mais qui du coup ne peut plus avancer tant que les pompiers n'ont pas éteint évidemment l'incendie, tant que cette voiture n'a pas été dégagée de la chaussée. Donc pour l'instant, depuis une vingtaine de minutes maintenant, eh bien, nous sommes dans l'attente pour que le cortège puisse repartir. Merci beaucoup pour ces précisions donc avec notre reporter sur place dans le 12e arrondissement de Paris. Gaëtan Mélin, c'est le scénario que voulaient éviter les syndicats, ce genre d'images. Ah oui, tout à fait. Jusqu'à présent, effectivement, les organisations syndicales s'enorgueillaient de pouvoir organiser des manifestations où tout se passait très bien. Mais attention, ce sont, Cécile l'expliquait, des actes qui restent isolés, donc ça ne participe pas de tout ce qui est en train de se passer partout en France, puisqu'on l'a vu, des manifestations dans des villes moyennes notamment, ou encore des grandes villes comme Marseille, Toulouse, Rennes, Nantes, où pour le moment tout se passe très bien. Donc il ne faut pas rester sur cette image de détérioration à Paris. Reste qu'effectivement, pour les organisations syndicales, c'est vraiment ce qu'ils veulent éviter, parce que aujourd'hui, ce qui les porte et ce qui leur permet en fait d'avancer, c'est cette opinion publique qui leur est extrêmement favorable, avec une très large majorité des Français qui soutiennent ce mouvement. On rappelle les chiffres de Bernard Sananès lors de son dernier sondage, 72% des Français qui souhaitent que la mobilisation continue. Donc c'est tout simplement important. Des organisations syndicales qui, on le rappelle, avant la première mobilisation, le 19 janvier, avait été quelque peu remis en cause. On estimait qu'il n'avait plus cette force de mobilisation. Force est de constater que tout le monde s'est trompé, que les organisations syndicales unies ont réussi à mobiliser assez fortement. Amandine Atalaya, donc on le disait, l'enjeu pour les syndicats aujourd'hui, c'est de réunir massivement, parce qu'ils parient sur cette venue des Français qui ne pouvaient pas faire grève en semaine, donc en organisant cela un samedi notamment. On va savoir les chiffres de la mobilisation en fin de journée. Forcément, ce sera capital pour la suite, pour les syndicats. Oui, bien sûr, capital notamment pour la CFDT de Laurent Berger, qui était celle qui poussait depuis le début pour qu'il y ait une journée de mobilisation comme ça, un week-end, pour que ceux qui ne peuvent pas venir lorsqu'il faut faire grève puissent se déplacer. Donc, lui a fixé un objectif qu'il doit aujourd'hui atteindre, parce que sinon, ça voudra dire que des manifestations le week-end, ça n'a pas de sens, voire si l'objectif
initial de Laurent Berger, qui était vraiment de faire une démonstration de force, n'est pas atteint ce soir, eh bien, ça pourrait être le début d'un sens d'essoufflement de ce mouvement. Donc finalement, quelque chose de contre-productif. Et puis, ça voudrait dire, deuxième conséquence, que ceux qui poussaient pour un durcissement et pour du blocage se diraient, voilà, nous y sommes. Si on ne veut pas que le mouvement s'éteigne complètement et si on veut des résultats, il faut passer à la vitesse supérieure. Et donc, Laurent Berger aurait encore plus la pression de la CGT et des syndicats plus durs, entre guillemets, pour que maintenant ça accélère. Donc, en fait, c'est vrai que c'est un objectif qui est difficile aujourd'hui pour les syndicats à atteindre, même s'ils ont été prudents, rappelons-le. C'est-à-dire que eux disaient souvent, on comptable sur 1 million de personnes, mais ils ne donnaient pas des chiffres complètement fous pour cette journée. Le seul qui vraiment a fixé un objectif énorme, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui lui a parlé potentiellement aujourd'hui de la plus grosse mobilisation sociale depuis un demi-siècle, donc plus que 1995 par exemple, disait-il, et c'était peut-être un peu ambitieux de fixer un tel objectif, mais c'est souvent la stratégie de Jean-Luc Mélenchon. Par exemple, pendant les législatives, son objectif c'était d'être Premier ministre, donc il met toujours la barre très haut, en résumé. Pour prolonger ce que vient de dire Amandine, c'est d'autant plus important pour les organisations syndicales que mardi dernier, les taux de grévistes étaient en très forte baisse dans tous les secteurs d'activité et que les organisations syndicales l'expliquaient en disant c'est normal, les gens se sont moins mobilisés mardi pour se mobiliser en force samedi. Donc effectivement, ces chiffres seront regardés avec beaucoup d'attention aujourd'hui. Et on va regarder également comment ça se déroule, parce que ça aussi c'est important pour les syndicats aujourd'hui, que tout se passe bien dans tous ces cortèges. 240 actions aujourd'hui au programme de ce samedi. Direction Paris avec nos reporters où on a vu quelques scènes de tension tout à l'heure. Comment ça se passe actuellement ? Eh bien, retour au calme. On est à quelques centaines de mètres de la place de la Nation au niveau de la sortie de métro rue des Boulets. Il y a eu effectivement tout à l'heure un moment de vive tension. Un feu de poubelle a été allumé ainsi qu'une voiture qui a été incendiée. Les sapeurs-pompiers sont intervenus rapidement, mais ils ont rapidement été bloqués par une foule de manifestants cagoulés, masqués, habillés en noir. Ils ont dû attendre l'intervention des Bravem. Vous le savez, ce sont ces brigades de répression de l'action violente motorisée. Pour pouvoir éteindre ce feu, les forces de l'ordre sont arrivées sur place. Les sapeurs-pompiers ont donc pu éteindre l'incendie de manière plutôt sereine. Vive moment de tension avec des jets de projectiles sur les forces de l'ordre qui progressaient parallèlement à ce groupe d'individus cagoulés et masqués. Le cortège a été de fait ralenti pour pouvoir permettre aux sapeurs-pompiers de pouvoir intervenir en toute tranquillité. Il est en train de repartir donc direction la place de la Nation, mais ces incidents, on le rappelle encore une fois, ne sont pas représentatifs de la manifestation d'une manière générale qui se déroule dans le plus grand des calmes, notamment du côté du cortège syndical. Des tensions qui se cristallisent donc aujourd'hui à l'avant du cortège pour cette 4e journée de mobilisation. Point d'arrivée de la manifestation, place de la Nation, et les premiers manifestants sont déjà arrivés sur place. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. On suit bien sûr l'évolution de la situation dans ce cortège parisien au niveau du 12e arrondissement de la capitale. Benjamin Duhamel, on le disait effectivement avec Gaëtan, avec Amandine. On avait beaucoup entendu cette semaine, dès mardi notamment, des manifestants qui parlaient déjà de samedi, en disant samedi ça va être assez important, il faut qu'on soit là, il faut que ce soit massif. En quoi cette journée aujourd'hui, elle est très importante pour la suite de ce mouvement ? Elle est importante parce qu'elle a été théorisée tant par les forces syndicales que par l'opposition de gauche, et principalement par Jean-Luc Mélenchon, comme une sorte de point culminant symbolisant l'opposition des Français à la réforme et le fait que le mouvement social prenait de l'ampleur. Or, ce que l'on voit en l'état, même s'il faut rester extrêmement prudent, mais même si l'on prend par exemple les chiffres que donne la CGT sur la manifestation à Marseille, on n'est pas dans une évolution exponentielle, dans une sorte de déferlante comme cela avait pu être annoncé précisément encore une fois par Jean-Luc Mélenchon, qui, rappelons-le, disait qu'aujourd'hui allait être la journée de mobilisation sociale la plus importante depuis 50 ans. En l'état, à minima, on peut dire que sur ce point-là, vraisemblablement, Jean-Luc Mélenchon s'est trompé. Jean-Luc Mélenchon, il a pris un risque en disant cela. Il faut dire qu'il est assez coutumier du fait. Rappelez-vous, au début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, il avait expliqué qu'1 million de personnes déferleraient sur les Champs-Élysées. Bon, on attend toujours ces 1 million de manifestants. Et donc le risque, c'est qu'à l'issue de cette journée, non seulement symboliquement, il y ait une forme de déception par rapport à des organisations syndicales qui avaient été, comme le disait Amandine, beaucoup plus prudentes que le patron de la France Insoumise.
Et le deuxième risque, c'est qu'au sein de l'intersyndicale, alors que c'est la CFDT qui avait insisté pour qu'une manifestation ait lieu samedi, eh bien qu'au fond, ceux qui sont sur la ligne la plus dure, la plus radicale, la plus éloignée des centrales réformistes, eh bien que cela explique qu'au fond, la routine des journées de mobilisation sans blocage ne sert à rien et que désormais il faut essayer de bloquer, de paralyser le pays. Alors certes, il y a cet appel pour le 7 mars avec d'ores et déjà des centrales locales, par exemple la RATP qui appelle à effectivement à la SNCF qui appelle à mener des grèves reconductibles. Mais voilà, le risque c'est qu'il y ait ces premières tensions par rapport à une stratégie qui en l'état peut-être ne récolte pas tous les fruits qui eh bien avaient été promis avant cette journée de mobilisation du samedi. Gaëtan Mélin, justement, pour rebondir sur ces mobilisations, donc on a cette date du 7 mars, 7-8 mars, avec ces grèves possiblement reconductibles. Ce qu'on sait, c'est que déjà la semaine prochaine, jeudi 16, il va y avoir des grèves qui après donneront un peu le ton, c'est ça, d'ici le 7 mars. Alors le 16 février, effectivement, nouvelle journée de mobilisation et de grève, contrairement à aujourd'hui, avec une intersyndicale qui se tiendra donc le 16 février pour déterminer la suite du mouvement. Et on ne peut guère imaginer que les organisations syndicales, ce front syndical uni, va enjamber ces semaines de vacances pour attendre le 7 mars. Donc, vraisemblablement, on peut s'attendre à l'organisation d'une nouvelle journée de mobilisation. Donc, on saura si c'est durant la semaine ou bien le week-end. Et avec un durcissement possible, comme l'annoncent certains. Le durcissement, il ne devrait intervenir, en tout cas, à l'appel de l'intersyndicale qu'à partir du 7 mars. Et encore une fois, la force de ce front syndical uni, c'est justement de parler d'une seule et même voix. Dès lors qu'il y aura des dissensions, eh bien, ce sera mauvais pour la suite du mouvement. Donc, il faut rester unis et c'est d'ailleurs pour cela que les organisations syndicales dépassent même finalement leur manière d'agir, puisqu'on le voit du côté de la CFDT, qui traditionnellement, de toute façon, est opposée au durcissement du mouvement et qui, quand on écoute Laurent Berger, eh bien, s'est rangé derrière les rangs de Philippe Martinez ou Frédéric Souillot pour appeler lui aussi à un durcissement à partir du 7 mars. Donc, il faut enjamber ces vacances. On saura donc à partir du 16 février si, avant cette fameuse date du 7 mars et ces grèves reconductibles à partir de ce moment-là, et du durcissement du mouvement, il n'y a pas d'autres journées de mobilisation qui seront annoncées. On suivra bien sûr tout ça sur BFM TV, évidemment. Aujourd'hui, c'est la 4e mobilisation. 240 actions et manifestations qui ont lieu partout dans le pays aujourd'hui. On l'a vu bien sûr à Paris et en région. On va retourner du côté de Nantes avec Alizé Boissin. Que vous disent les manifestants qui sont présents à vos côtés et qui sont-ils ? Alors ce sont surtout des familles, des amis qui sont venus manifester en groupe aujourd'hui. C'était plus simple, tout simplement parce que c'est le week-end. Je me trouve avec Ludovic et Vanessa. Vous avez... Valentine, pardon. Vous avez fait plusieurs manifestations contre la réforme, mais là vous êtes venus en famille aujourd'hui, c'est ça ? Oui, c'est ça. On est venus en famille pour dire non. Dire non à la retraite. À 64. À 64 ans, voilà. Vous sentez tous concernés dans la famille, c'est important de venir aujourd'hui ? Bah oui, c'est important. Si on fait rien, ça va passer. Il faut montrer notre mécontentement et voilà. Et ramener le plus de monde possible, c'est mieux. Vous pensez que le gouvernement peut encore revenir sur cette réforme ? S'il n'écoute pas aujourd'hui, il faudra qu'il se pose des questions. Hein. Parce qu'à un moment ou à un autre, ça va pas se passer toujours bien comme ça se passe actuellement. Et pour vous, c'est pareil ? La même chose. Voilà, donc beaucoup de familles, d'amis qui viennent manifester. La manifestation a démarré maintenant il y a plus d'une heure et devrait arriver dans quelques minutes maintenant. Merci Alizé Boissin en direct de Nantes avec Hélène Assecourt donc pour cette manifestation parmi ces 240 actions aujourd'hui qui se déroulent bien donc du côté de l'Ille-et-Vilaine. Vous voyez les images de Paris également où le cortège poursuit son chemin direction place de la Nation et le point d'arrivée de cette manifestation qui a connu quelques tensions, quelques scènes ponctuelles de tensions dans l'après-midi. On y reviendra un peu plus tard. Amandine Atalaya, on le disait, donc il y a ces échéances de prochaines mobilisations possibles et puis il y a aussi ces dates clés de l'étude de l'examen du texte de la réforme des retraites, donc qui va entamer sa 2e semaine à l'Assemblée dans un contexte un peu difficile et qui pourrait arriver au Sénat finalement sans avoir été examiné complètement.
Oui, et c'est à se demander aujourd'hui ce que peuvent en penser ces manifestants qui défilent, on le voit, dans un grand calme, qui font tous des interviews très posées. Voilà, qui s'explique avec des mots raisonnables, entre guillemets, ce qui est très différent de ce qu'on a vu à l'Assemblée nationale ces derniers jours, avec une ambiance survoltée, mais encore plus, disons, que d'autres fois. C'est-à-dire qu'on s'était habitué ces derniers temps, avec une Assemblée sans majorité absolue, à ce que les débats soient tendus. Mais certains Français pensent vraiment aujourd'hui qu'on assiste davantage à des pitreries à l'Assemblée nationale qu'à un combat rude et légitime qui, à la fin, leur apportera quelque chose. Parce que les articles ne sont pas voté. Il est fort probable que l'article 7 sur le report de l'âge à la fin de l'examen à l'Assemblée ne soit pas examiné ni voté lui non plus. Et donc, ces Français sont en droit de se demander ce que leur a apporté ce débat pour l'instant à l'Assemblée nationale. Donc, c'est difficile pour eux parce que l'Assemblée nationale n'arrive pas à modifier le texte. Enfin, du moins, l'opposition, je veux dire, n'arrive pas à modifier le texte. Emmanuel Macron ne plie pas et peut-être est-ce une des raisons pour lesquelles aujourd'hui on voit un peu moins de Français, semble-t-il, que ce que Jean-Luc Mélenchon ou les syndicats pouvaient espérer. Peut-être y a-t-il là les effets d'un début de lassitude, c'est-à-dire que les journées de mobilisation se multiplient, il n'y a pas de résultat. Aujourd'hui, il y a une raison qu'on peut en tout cas éliminer, c'est que les gens qui sont là n'ont pas besoin de faire grève. Et donc, par exemple, quand le gouvernement table sur le fait qu'avec l'inflation, etc., la volonté de ne pas perdre une journée de travail, ça en démotive certains. Bon, évidemment, ça n'est pas un élément aujourd'hui, donc il sera très intéressant, mais on fera ça dans les heures qui viennent, d'analyser si petite décrue il y a, pourquoi. Et à part se dire que peut-être les Français commencent à fatiguer de manifester sans voir des résultats, difficile pour le moment d'en tirer une autre conclusion. Et c'est là où ça va se compliquer justement pour les syndicats. Ça va être d'arriver à retirer dans ce cas-là ces Français, à les remotiver, à leur dire que ça vaut toujours la peine d'aller dans la rue et qu'en plus il va falloir y aller encore longtemps parce que le texte va arriver ensuite au Sénat et la fin de l'examen est prévue après un retour à l'Assemblée nationale le 26 mars. Donc si ça commence à décroître maintenant, c'est quand même plutôt un mauvais signe dans la mesure où ce mouvement doit se poursuivre en théorie encore plus d'un mois. 16h20, vous suivez avec nous en direct cette journée spéciale retraite, la 4e journée de mobilisation. Cécile Olivier, un point avec vous, un dernier point sur le nombre d'interpellations à Paris. Alors il y en a 4 à l'heure où l'on parle, 4 interpellations, sachant qu'il y en a eu une pour port d'armes avant que le cortège démarre. Bon, ça paraît peu, mais de toute façon, s'il y a des exactions, tout ça est filmé par les caméras de vidéosurveillance, par les caméras des policiers pour réunir toutes les preuves avec les personnes identifiables et elles peuvent être interpellées a posteriori. Vous avez vu sur l'image juste avant aussi, c'était des policiers des compagnies d'intervention de la préfecture de police qui étaient positionnés devant une banque. Ils essayent de protéger les commerces sur le long du parcours. Et là, ce qu'on nous explique également, c'est qu'il y a une manœuvre en cours pour essayer de pousser les éléments les plus radicaux, les perturbateurs vers la place de la Nation pour essayer de protéger le cortège syndical. Et ça, la préfecture de police y était préparée évidemment à ces incursions d'éléments perturbateurs. Merci. Restez avec nous dans un instant. On va revenir évidemment sur ces différentes manifestations un peu partout en France contre la réforme des retraites. Mobilisation qui peine à rassembler plus de monde que les dernières. En tout cas, on a les chiffres à Marseille des syndicats qui indiquent que 140 000 personnes se sont déplacées cet après-midi, beaucoup moins que pour toutes les autres dates précédentes. On fait le point dans notre prochaine édition à 16h30. À tout de suite. Événement BFM TV et vous. BFM TV fait son tour de France et part à votre rencontre. Toute l'année, les journalistes de BFM TV s'invitent chez vous pour répondre à toutes vos questions. Rendez-vous à la Maison du Handball à Créteil, vendredi 17 février à 15h. Venez échanger avec Pascal de la Tour du Pin et Alexia Elisabeth sur les coulisses de leur métier. Contactez-nous par mail sur communication@bfmtv.fr.
Renault Arcana E-Tech Full Hybrid Fast Track, encore plus équipé et disponible sous 30 jours. Avec l'argent, on peut partir loin, mais on peut aussi faire avancer les choses ici. Grâce à l'épargne Maïf, 1,2 milliard d'euros ont déjà été investis dans la transition énergétique. Choisir Maïf, c'est choisir une épargne responsable et solidaire. Maïf, assureur militant. Vous avez le choix. Elle peut rester sur un cintre ou vivre une nouvelle vie. Vendez sans frais sur Vinted. Faites des heureux et donnez une seconde vie à vos vêtements. Vous ne le portez pas? Vendez-le. Voilà à quoi je vais ressembler quand j'aurai perdu du poids avec Comme J'aime. Je vais être grande, hein? Et non, Clément, vous ne ressemblerez jamais à Adriana. Par contre, si vous voulez découvrir quelle sera votre silhouette avec des kilos en moins... Scannez ce QR code. Ensuite, vous allez choisir le poids que vous voulez perdre. Et voilà, vous découvrez votre nouvelle silhouette. Vous allez enfin avoir un réel aperçu de votre silhouette après 5, 10, 15 kilos en moins. Ah là d'accord, là ça me semble un petit peu plus réaliste. Scannez le QR code juste ici ou rendez-vous sur commej'aime.fr. Élu service client de l'année 2023. Vous avez vu le froid qu'il fait? Si vous avez un impact sur votre pare-brise, ça peut être terrible. Regardez, quand l'eau gèle, elle se solidifie, elle prend plus de place et avec la pression, crac. Alors, réagissez tout de suite. On vient où vous voulez et on répare votre impact. En plus, le déplacement, chez Carglass, c'est 0 €. Alors n'attendez pas. Un impact, une fissure, une vitre brisée et Carglass vous offre vos balais d'essuie-glace. Carglass répare, Carglass remplace. Du lundi au vendredi, démarrez votre journée par une matinale 100% éco. On est ensemble jusqu'à 9h pour la matinale de l'économie. C'est Good Morning Business. On va être politiquement incorrect ce matin. Toute l'actualité économique, financière et internationale, décryptée et analysée par les acteurs et les experts qui comptent. Good Morning Business, présenté par Christophe Jacubizine et Laure Closier, en direct de 6h à 9h sur RMC Découverte et RMC BFM Play. Quand on rénove sa maison, on le fait d'abord pour soi. Mais en fait, quand on fait refaire son isolation, ou qu'on décide de se chauffer mieux, ce qu'on fait chacun à notre niveau, ça profite à tout le monde. Parce qu'après tout, on vit tous sous le même toit. Leroy Merlin, on peut tout construire ensemble, même l'avenir. Prêt pour un nouveau défi dans un secteur en plein essor? Groupe Verlaine accélère son développement sur toute la France et vous permet de devenir un acteur influent dans la rénovation énergétique. Rejoignez-nous et faites partie du réseau d'affiliés avec un droit d'entrée de 30 000 €. Inscrivez-vous sur groupeverlaine.com. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Alors ce serait quoi la mutuelle de demain? Bon bah déjà que l'argent nous serve à nous les adhérents, de l'argent pour des associations et de l'entraide. Crécy, ça t'intéresse pas? Pourquoi pas créer une société plus juste et équitable aussi? C'est pas bête ça. Non mais c'est pas une vraie idée. Ah, si, on la prend cette idée. Chez Aesio Mutuelle, nous travaillons pour nos adhérents et pour une société plus équitable et solidaire. C'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Hugo utilise Babel pour apprendre l'espagnol. Maintenant, il parle avec confiance. Il se sent comme quelqu'un du coin. Comment te dit para un pescado? Enfin, presque. Ah, para un paseo. Commencez à parler une langue avec confiance sur babel.com. On ne choisit pas ses voisins. Mais on peut trouver sa maison idéale sur Se Loger. Achetez, louez, vendez sur le site immobilier préféré des Français. Ah, Se Loger, vous avez les clés. Vous vous êtes déjà demandé à quoi vous ressembleriez avec 10, 15, voire 20 kilos en moins. Comme J'aime vous offre cette expérience inédite et incroyable. Scannez le QR code juste là et dans moins de 2 minutes, vous allez vous voir avec vos kilos en moins. Je vous montre, c'est ultra simple. Vous rentrez vos informations, vous choisissez le poids que vous voulez perdre et voilà, vous découvrez votre nouvelle silhouette. Allez, scannez vite ce QR code et découvrez votre future silhouette ou rendez-vous sur commej'aime.fr. Commej'aime.fr. C'est important, .fr. Vous êtes plombier, restaurateur, fleuriste ou patron d'une agence immobilière? Votre vie va changer. Vous voulez faire de la pub locale à la télé, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile. Vous choisissez votre zone de diffusion. Vous définissez votre budget à partir de 2 000 € et le tour est joué. Il ne vous reste plus qu'à diffuser votre publicité sur les chaînes locales de BFM.
Enfin une solution ultra simple pour faire connaître votre activité près de chez vous. Pourquoi certaines choses nous attirent? Peut-être parce qu'elles nous parlent, plus que d'autres. Nouvelle Peugeot 408. Une allure magnétique qui attire les regards et qui captive les esprits. Une silhouette attractive sous tous les angles. Parce que ce qui nous attire vraiment parle avant tout à notre cœur. Nouvelle Peugeot 408. – 16h30 sur BFM TV, retour sur cette émission spéciale consacrée à cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Des manifestations un peu partout en France, vous le voyez, 4e journée d'action syndicale et pour la première fois, elle se déroule un samedi pour attirer encore plus d'opposants au texte qui achève difficilement cette première semaine de débat à l'Assemblée. Nous serons à Paris avec nos reporters mais aussi en région, dans les différentes villes, à Lille, à Nantes, à Marseille, à Lyon ou encore à Rennes. Et vous verrez donc ces images de ces manifestations qui, pour l'instant, les chiffres commencent à tomber au compte-gouttes, montrent moins d'engouement que les précédentes. On va voir ça avec nos reporters et puis également avec nos invités et nos spécialistes en plateau. 500 000 manifestants à Paris selon la CGT. On va revenir dans un instant sur ce chiffre. On va partir retrouver Boris Karlamov. Vous êtes, Boris, à Paris dans le cortège parisien où il y avait eu des tensions tout à l'heure. Un point sur la situation à 16h30. Où en est-on ? Eh bien, la tension est redescendue d'un cran. On est à quelques centaines de mètres du point d'arrivée de cette manifestation, sur la place de la Nation. Alors, vous l'avez dit, il y a eu de vives tensions tout à l'heure, notamment avec des jets de projectiles contre les forces de l'ordre. Une voiture a même été incendiée, un feu de poubelle. Et un moment particulièrement tendu, puisque les sapeurs-pompiers ont eu du mal à intervenir pour éteindre ce feu. Ils ont été bloqués par un groupe d'individus cagoulés, masqués, habillés en noir. Les pompiers qui ont été bloqués pendant quelques minutes. Les forces de l'ordre ont dû intervenir pour laisser passer les sapeurs-pompiers. Ce sont les BRAVEM, les brigades de répression de l'action violente qui ont dû passer à l'action pour pouvoir débloquer cette situation. Le cortège a de fait été ralenti pour permettre à ces sapeurs-pompiers d'éteindre l'incendie. Il est en train de repartir. Arrivé donc juste derrière moi, place de la Nation, mais le retour au calme cet après-midi donc à l'approche de cette place. Une ambiance qui n'est pas représentative, on le répète, de l'ambiance générale sous cette manifestation qui s'est plutôt bien déroulée. Les tout derniers chiffres, 500 000 participants selon la CGT, c'est 100 000 de moins que mardi dernier. Particularité de ce 4e jour de mobilisation, beaucoup de familles, des profils qu'on n'avait pas vraiment l'habitude de voir auparavant, des policiers, des magistrats qui ont donc bénéficié de ce week-end pour manifester, puisque vous le savez, ces professions ne bénéficient pas du droit de grève. Donc arrivée des tout premiers manifestants juste derrière moi à la place de la Nation pour cette 4e journée de mobilisation dans les rues de la capitale. Merci Boris Karlamov avec Clémence Fournival pour BFM TV en direct de Paris où donc 500 000 manifestants se seraient rassemblés selon les chiffres donc de la CGT. Vous voyez ces images de la place de la Nation où donc les premiers manifestants sont arrivés. C'est donc le même niveau qu'il y a que l'avant-dernière manifestation le 31 janvier, 500 000, mais c'est tout de même plus que celle du 7 février dernier. Des chiffres donc qui sont relativement plus hauts que ceux de la police, Cécile Olivier, puisque on n'a pas encore ceux d'aujourd'hui, mais en tout cas pour les semaines précédentes, on était autour de 80 000 manifestants. Ce qu'on peut dire surtout, c'est qu'il y a eu ces quelques scènes de tension, comme le disait Boris Karlamov tout à l'heure dans le cortège, et que le calme semble être revenu. Le dispositif qui a été mis en place semblait être effectif. Oui, alors il y a eu plusieurs incidents. La police a procédé à 5 ou 6 interventions, notamment pour protéger des commerces, un restaurant McDonald's, place Léon Blum, ou alors des agences bancaires. Ils étaient disposés discrètement dans les rues adjacentes pour à la fois ne pas être trop visibles et ne pas provoquer les éléments les plus radicaux et être en capacité de pouvoir intervenir rapidement. Donc c'est ce qui a été fait. Donc les images sont toujours
toujours impressionnante, hein, surtout qu'on a tendance à les filmer pendant de longues minutes. Mais du côté de la préfecture de police, on nous dit que à chaque fois, ils ont réussi à intervenir, à empêcher le saccage des commerces et que donc la situation est à peu près maîtrisée, sachant qu'on a vu quand même un véhicule en feu sur la chaussée, quelques feux de poubelle, mais les pompiers ont réussi à intervenir. Ce qu'on nous a dit également, c'est que il y avait eu il y a quelques minutes une manœuvre pour repousser les éléments les plus radicaux vers la place de la Nation et pouvoir protéger le cortège syndical. Donc là, voilà, les gens commencent à affluer place de la Nation. Ça va être le moment de la dispersion avec peut-être, c'est souvent là qu'il y a des tensions. On va voir comment ça se passe, sachant que dans la note du renseignement qu'on avait dévoilée sur BFM TV jeudi, il s'attendait à beaucoup de monde à Paris, 90 000 à 120 000 personnes et peu d'incidents. C'était pas Paris qui concentrait les plus fortes inquiétudes, c'était plutôt l'Ouest comme Nantes, Brest ou Rennes. Il y a de nombreuses manifestations également aujourd'hui en région. Vous voyez Rennes sur la droite de l'image. On va partir aussi à Lille pour rejoindre David Dunal, le cortège qui poursuit sa route et qui ne devrait pas tarder à arriver. David, qui sont les manifestants qui sont là aujourd'hui? Donnez-nous un petit peu leur profil et leurs revendications. Oui, la manifestation lilloise qui va arriver place de la République devant la préfecture. Écoutez, il y a beaucoup de profils, des profils très divers ici dans cette manifestation. On en parlait justement à l'instant avec Aurore, vous êtes animatrice à la ville de Lille. Ce que vous m'expliquez, c'est qu'on croise finalement des profils très différents, des professions très différentes. Et ce que vous me disiez aussi, c'est qu'il faut peut-être aller encore plus loin que ces manifestations chaque semaine. On va finir par bloquer, quoi. Il faut vraiment qu'ils comprennent. Voilà, on est là, on est dans la rue, on en a marre et on ne peut pas travailler jusqu'à 64 ans. Dans tous les corps de métier, c'est une souffrance, une pénibilité. Et il faut que ça, M. Macron, l'entende. Et justement, est-ce qu'il faut donc aller plus loin? Vous me disiez, ça peut passer par des blocages pour se faire entendre. Vous n'avez pas l'impression, là, d'être entendu? Non, pas exactement. Donc il faut vraiment bloquer. Est-ce que vous aviez déjà vu autant de monde dans une manifestation à Lille? C'est une première, c'est un retour et voilà, il faut nous entendre et voilà. À la veille des vacances, on est présent et on sera là. Merci beaucoup Aurore. Alors Pierre à la caméra ne va pas pouvoir vous montrer parce qu'en fait on est à un croisement. Tout le reste du cortège est donc à droite et il est en train d'arriver sur cette place de la République, ici dans le calme à Lille. Pas encore de chiffres, mais tous les manifestants et les syndicats nous disent qu'il y a plus de monde que lors de la dernière manifestation lilloise. Merci beaucoup David Dunal. Donc en direct avec Pierre Humez de Lille pour BFM TV. Amandine Atalaya, on le voit, cette mobilisation donc rassemble assez peu finalement, en tout cas sur les villes où on a des chiffres à l'heure actuelle. Pourtant c'était un enjeu majeur pour les syndicats de mobiliser massivement aujourd'hui pour relancer la motivation face à l'exécutif et dont son texte est actuellement à l'Assemblée. Oui, la motivation pour l'instant des Français n'avait pas faibli. Et l'enjeu pour le gouvernement, c'était justement qu'elle continue à être aussi haute, malgré les revers, il faut bien le dire, pour les syndicats, au sens où ils n'obtiennent pas de résultats, puisque rien n'a changé pour le moment sur cette réforme des retraites. Celui qui poussait pour cette mobilisation le samedi, encore une fois, c'était Laurent Berger de la CFDT. Donc c'est surtout un enjeu aussi pour lui sur maintenant le sens stratégique de cette mobilisation. C'est-à-dire, est-ce qu'on continue à multiplier des journées comme ça de mobilisation une fois par semaine, parfois deux, quasiment la même semaine, ou est-ce que maintenant on passe, est-ce que les syndicats passent à des blocages, à des grèves pour durcir un peu la donne? Et il est fort probable que si les chiffres sont un peu décevants ce soir, les plus durs, la CGT de Philippe Martinez, vont monter au créneau et certainement avoir gain de cause cette fois pour lancer quelque chose d'un peu plus fort. Rappelons bien aussi qu'il y a toujours une unité syndicale aujourd'hui et que Laurent Berger de la CFDT n'est pas du tout fermé à l'idée maintenant que le mouvement évolue vers des blocages. Là où il y a quelques semaines encore, il disait que ce n'était pas au niveau d'emmerdement concret pour les Français, je le cite dans une interview, qu'on mesurait le succès d'une mobilisation. Sauf que là, ça n'avance pas, c'est bloqué, il n'y a pas les résultats escomptés, donc les syndicats vont devoir changer la donne, accélérer. Et puis, enjeu personnel aussi presque pour Jean-Luc Mélenchon,
puisque c'est lui qui avait fixé le plus gros objectif en disant, un peu bravache, hein, ce sera la plus grosse mobilisation sociale jamais vue depuis un demi-siècle, façon forcément de mobiliser les gens. Il a redit encore aujourd'hui à Marseille. Voilà, il a encore redit de prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire pour motiver les gens, mieux vaut leur dire que ce sera formidable que l'inverse. Le problème, c'est que Jean-Luc Mélenchon perd parfois un peu en crédibilité, a souvent voilà, multiplié les objectifs qui, derrière, ne sont pas forcément réalisés, pas forcément suivis des faits. Quoi qu'il en soit, il y a quand même beaucoup de monde aujourd'hui et la CGT revendique un niveau de manifestants à Paris qui est à peu près égal aux manifestations précédentes. Sur ce chiffre, Benjamin Duhamel, de 500 000 manifestants donc à Paris selon la CGT, effectivement, on en est sûr maintenant, il n'y aura pas ces records historiques battus aujourd'hui pour une mobilisation. Paris perdu notamment pour Jean-Luc Mélenchon. Oui, il n'y aura pas de record de mobilisation et il faudra attendre également le chiffre de la préfecture de police de Paris parce que de ce que l'on voit sur ces images et de ce que l'on entend, de ce que nous racontent les reporters, y a-t-il autant de monde que le 31 janvier, c'est-à-dire au plus fort de la mobilisation? Cela reste à confirmer, c'est bien sûr une mobilisation importante, mais est-elle à la hauteur de ce que l'on a pu voir le 31 janvier? Par ailleurs, rappelez-vous aussi que les syndicalistes qui notamment venaient sur les plateaux et s'exprimaient dans les médias expliquaient qu'il faudrait, eh bien, comment dire, appréhender le chiffre de la mobilisation à l'aune également du nombre de gens qui étaient dans la rue mardi, c'est-à-dire au fond, en additionnant les deux. Donc de ce point de vue-là, c'est vrai que le chiffre de 500 000 manifestants à Paris selon la CGT paraît peut-être légèrement en décalage avec ce qui se passe, mais encore une fois, attendons le chiffre de la préfecture. Et oui, vous le disiez, dans un mouvement social, il y a les chiffres et il y a le symbole. Et quand on est dans une lutte contre le gouvernement avec un soutien très fort de l'opinion contre cette réforme des retraites, rappelons les sondages, ils sont à peu près toujours dans la même tendance. Ce matin, Via Voice pour Libération, nos sondages Elab pour BFM TV, à peu près 7 Français sur 10 qui sont opposés à cette réforme. Mais pour le symbole, mardi dernier, il y avait déjà un léger reflux par rapport au jour précédent. Et cette journée de mobilisation qui était attendue comme étant le signe d'une sorte de montée en puissance, vraisemblablement, on n'y est pas encore tout à fait. Et tout cela, puisque vous parliez de Jean-Luc Mélenchon, vient aussi dans un moment où la France Insoumise a vécu une séquence et une semaine compliquée entre ce qui s'est passé avec Adrien Quatennens qui était applaudi quand il prenait la parole, la polémique autour de Thomas Porte qui a été suspendu pendant 15 jours de l'Assemblée nationale, également sur le plateau de Face à BFM, Jean-Luc Mélenchon qui n'a pas apprécié qu'on l'interroge sur eh bien, le sort d'Adrien Quatennens. Tout ça mis ensemble eh bien, donne en quelque sorte une bouffée d'oxygène au gouvernement qui, franchement, comment dire, c'était pas tout à fait écrit, vu l'opposition, encore une fois, absolument massive de la part des Français, même s'il faut rester prudent, même s'il faut continuer à dire que c'est une mobilisation sociale importante, et qu'il faut aussi dire que désormais, la perspective, c'est le mois de mars, avec des blocages qui sont susceptibles d'arriver, et une montée en tension, une montée en puissance, avec la possibilité de grève reconductible. On va reprendre la direction de l'un des cortèges en région, hein, à Rennes. Célia Justfredi, vous êtes sur place pour BFM TV. Où vous avez quelques données sur la participation à cette manifestation de ce samedi. Oui, d'après les premiers chiffres des syndicats, on serait plus de 35 000 ici à Rennes, un record car la semaine dernière, les syndicats annonçaient 30 000 personnes, un peu moins en début de semaine, aux alentours de 20 000. Donc la participation est énorme. Ici, on annonce vraiment des chiffres très impressionnants. Ça peut se voir sur les images d'Hortense Gérard. Ça fait vraiment tout le long de ce boulevard. Et il y a énormément de familles lors de cette manifestation. C'est le cas d'Arnaud qui est venu donc en famille. Bonjour. Pourquoi c'était important aujourd'hui de venir ensemble ? Ensemble, oui, ensemble. On s'est retrouvés en fait, on n'était pas ensemble, désolé. Pourquoi c'est important de manifester ? Parce qu'on est contre le projet. Que dire de plus ? Ça vous inquiète pour les générations futures ? Oui, en fait, je manifeste plutôt contre globalement ce que le gouvernement fait. Voilà. Merci beaucoup Arnaud. Donc des premiers chiffres, comme je le disais, qui sont assez impressionnants ici. Cela n'arrête pas. Au bout de la rue, on retrouvera donc la fin de la manifestation, la place. Donc cela devrait prendre fin dans peu de temps. Mais pour le moment, les rues sont encore bondées. Merci beaucoup Célia Justfredi, donc avec Hortense Gérard à Rennes pour BFM TV. Gaëtan Mélin, c'est intéressant d'entendre ce que disait Célia, qu'il y avait beaucoup de monde à Rennes cet après-midi, avec un chiffre plus important que pour la dernière mobilisation. On attendra évidemment d'avoir tous les chiffres consolidés. On entendait le même son de cloche du côté de Lille aussi. Marseille, c'est un peu différent parce que visiblement c'est en baisse, mais
les régions se mobilisent encore, et ça, on l'avait vu lors des précédentes manifestations. Exactement, ça a été la grande surprise du début de cette mobilisation. Dès le 19 janvier, le 31 janvier, mais aussi le 6 février, une très très forte mobilisation en région et particulièrement dans les villes moyennes. Un moyen, en fait, tout simplement pour tous ces Français de pouvoir, pour une fois, prendre la parole, se faire écouter. Car on le voit bien dans les différentes manifestations dans ces régions, ce qui ressort, c'est effectivement cette volonté de faire plier le gouvernement sur l'âge de départ à la retraite à 64 ans, mais aussi la volonté, en fait, d'expliquer au gouvernement, notamment, que ces gens n'en peuvent plus, qu'ils sont aujourd'hui victimes de ces augmentations de prix et que le pouvoir d'achat et l'inflation... Ça dépasse les retraites même. Exactement, ça dépasse cette question des retraites, c'est le pouvoir d'achat, c'est l'inflation. Et encore une fois, cette mobilisation, c'est un moyen pour eux de pouvoir, pour une fois, faire entendre leurs paroles. Donc oui, une mobilisation très forte qui ne s'essouffle pas, si on en croit donc les chiffres de Rennes, qui seraient d'ailleurs même supérieurs à ceux de mardi dernier selon la CGT, puisqu'à Rennes, on comptabilisait 30 000 manifestants, donc 25 000, pardon, mardi dernier, 30 000 le 31 janvier. Et donc, si on en croit la CGT, il serait aujourd'hui 35 000 manifestants. Merci Gaëtane. Benjamin, on le voit, la mobilisation donc est, on va dire, plus importante dans certaines villes secondaires. C'est moins le cas dans les grandes villes et notamment à Paris, on l'a vu. Quoi qu'il en soit, la mobilisation va continuer ces prochaines semaines. Va tenter, en tout cas, Frédéric Souillot de France Ouvrière annonçait qu'il allait mettre la France à l'arrêt le 7 mars prochain. Est-ce que le gouvernement doit craindre un durcissement de la mobilisation avec un blocage de l'économie? Le gouvernement peut désormais s'attendre à ce que le mois de mars soit un mois de montée en tension, de durcissement, de paralysie éventuelle et de blocage à partir du moment où l'intersyndicale, même des syndicats qui habituellement, je pense à la CFDT, dans une tradition réformiste, sont plutôt, comment dire, dans une perspective de ne pas bloquer, de ne pas paralyser le pays. Le fait que Laurent Berger, la CFDT, soit à même de s'approprier des mots d'ordre de blocage et de paralysie montre bien la détermination qu'il y a à ce que ces actions soient conduites à partir du 7 mars. La difficulté pour le gouvernement désormais, c'est que, la vraie bataille se retrouve au Parlement, avec toujours ce paradoxe au fond, qu'on a le sentiment que le gouvernement est plus arc-bouté sur le fait de réussir à convaincre une majorité de députés les Républicains de les soutenir sur le texte, plutôt que de répondre soit à des syndicats réformistes, soit aux Français qui se mobilisent. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément que l'on évoquait aussi en début d'après-midi tout à l'heure, c'est la comparaison qui commence à monter un petit peu quand on écoute notamment Laurent Berger, qui consiste à dire au fond, en 2018-2019, quand il y avait de la casse au moment du mouvement des Gilets jaunes, quand l'Arc de Triomphe, le Fouquet s'était vandalisé, à ce moment-là, il y avait eu une prise de conscience très forte du gouvernement, la taxe carbone avait été retirée, près de 17 milliards d'euros avaient été lâchés, un grand débat avait été engagé. Au fond, les pouvoirs publics avaient répondu aux cris qui étaient lancés par les Gilets jaunes. Alors que là, même si sans doute les chiffres sont-ils moins importants aujourd'hui que ce qui était prévu, il y a beaucoup de monde, il y a ce phénomène des villes moyennes qui se mobilisent et le gouvernement, à quelques exceptions près, continue à rester inflexible sur les fondamentaux de cette réforme. Et donc c'est un problème politique. Pour lui, il va falloir justifier le fait de rester sourd à ce qui apparaît malgré tout comme un mouvement extrêmement puissant dans l'opinion et que l'on voit dans la rue, même si là encore, sans doute, le pari d'une mobilisation d'une déferlante ce samedi n'est pas tout à fait tenu par rapport à ce qui pouvait être annoncé tant par les forces syndicales que par une partie de la NUPES. Toutes les équipes de BFM TV sont mobilisées à cet après-midi pour vous faire vivre cette 4e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Vous voyez ces images avec le cortège parisien. La place de la Nation, c'est l'arrivée de ce cortège cet après-midi qui était parti à 13h de la place de la République. On est bien sûr aussi en région, à Lille, à Nantes, à Rennes ou encore à Marseille. On va rejoindre Samy Sfaxi qui est dans ce cortège parisien et vous êtes, je crois, à côté d'un manifestant, Samy.
Oui, écoutez, on arrive tout juste sur la place de la Nation. Vous voyez toutes les centrales syndicales qui sont en train d'arriver sur la place. Écoutez, dans l'ensemble, cette manifestation, elle s'est plutôt bien déroulée. On a constaté quelques vitrines qui avaient été détruites, mais à part ça, eh bien, pas trop de dégâts sur le cortège. Je suis avec Gilbert. Oui. Gilbert, bonjour, vous avez 55 ans. Oui. Vous n'êtes pas contre une réforme des retraites, mais vous, c'est l'âge qui vous pose problème. Effectivement, c'est l'âge qui me pose problème. Avec le report de l'âge légal de départ à la retraite, je serai obligé de travailler 67 ans en plus. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas réussi à avoir tous vos trimestres? Eh bien, c'est bien ça. Donc, je n'aurai pas toutes mes annuités. Donc, voilà, je serai obligé de travailler 3 ans de plus, en fait. Voilà, donc avant de pouvoir partir à la retraite avec une retraite à taux plein. Le gouvernement, il n'a pas l'air forcément de bouger, il n'a pas l'air d'avoir envie d'aller, en tout cas de retirer sa réforme. Qu'est-ce que quel message vous avez envie de leur envoyer aujourd'hui au gouvernement? C'est dommage pour le gouvernement. Il ferait mieux en fait de s'inspirer, de voir ce qui se passe dans les rues. Donc l'intensité de la mobilisation, et puis remettre la réforme sur la table pour que des discussions sérieuses aient lieu, et de manière à pouvoir aboutir à une loi plus juste et plus qui réponde aux attentes de tout le monde. Merci beaucoup Gilbert pour votre témoignage. Alors vous voyez là, il y a les jeunes communistes qui sont en train d'arriver sur cette place de la Nation. Il y avait beaucoup de jeunes, beaucoup de familles, c'est vrai, aujourd'hui qui étaient mobilisées. C'est vraiment un mouvement qui est intergénérationnel et il y a encore beaucoup de monde derrière ce cortège, beaucoup de monde boulevard Voltaire, mais aussi jusqu'à la place de la Bastille encore. Merci Samy Staxi avec Nassim Gomri à Paris dans ce cortège qui est en train de toucher à sa fin. Petite vérification avec vous Gaëtan Mélin sur ce que nous disait Gilbert, ce monsieur qui était dans le cortège, qui dit qu'il va devoir travailler jusqu'à 67 ans pour avoir toutes ces annuités. C'était déjà le cas maintenant, ça ne changera pas avec la réforme. En fait, l'âge de départ à la retraite sans décote aujourd'hui est à 67 ans, restera à 67 ans avec la réforme des retraites. Ça veut dire tout simplement qu'une personne aujourd'hui qui n'aurait pas toutes ses annuités de toute façon à partir de 67 ans pourrait partir à la retraite, mais ça sera également le cas donc avec la réforme, ce qui concerne vraisemblablement le monsieur qui s'exprimait tout à l'heure. Un mot, Amandine Atalaya, sur la suite, effectivement, on en parlait. On a l'impression qu'on a un moment de bascule, notamment du côté de la stratégie des syndicats. Maintenant savent, de toute façon ils l'ont déjà en tête, qu'ils vont devoir durcir le mouvement après le 7 mars quand le texte sera arrivé au Sénat avec certainement des grèves reconductibles. Encore faut-il, cela dit, quand on dit ça, que les grévistes soient vraiment au rendez-vous, parce qu'on sait notamment aussi que la RATP et la SNCF se mobilisent beaucoup moins que d'autres fois parce que... Mais l'intersyndicale de la RATP a appelé à la grève reconductible à partir du 7 mars. Oui, a appelé, mais on verra si c'est suivi des faits parce que les beaucoup régimes sont pas spéciaux seront changés à terme, mais avec la clause du grand-père, ils ne sont pas modifiés tout de suite. Et ce sont évidemment les fers de lance du blocage, de la grève. Donc s'ils ne sont pas au rendez-vous, c'est problématique et la France ne sera pas, dans ce cas-là, complètement à l'arrêt en mars. En tout cas, pour l'instant, quand on regarde les sondages, ce qui est intéressant aussi, c'est que les Français souhaitent que la mobilisation se poursuive. Ils sont 72% à vouloir aujourd'hui, selon le sondage Elab, que la mobilisation continue et même 41% à vouloir qu'elle se durcisse. Alors c'est toujours plus facile à dire quand on n'est pas encore pris dans des blocages, quand il y a encore de l'essence, etc. Mais pour le moment, il y a une opinion publique qui adhère à un durcissement théorique du mouvement. La difficulté pour les syndicats va être de continuer à garder cette adhésion et à ce que quand ils durciront le mouvement, ça ne s'effrite pas. Merci Amandine, merci Benjamin, merci également Gaëtan de nous avoir accompagnés cet après-midi. On vous laisse avec Ronald Guintranche pour BFM Story Weekend qui continuera de suivre évidemment cette mobilisation contre la réforme des retraites. À demain.